Bonjour et bienvenue à Naturally par Josée, un balado sur la santé et le bien-être. Je suis votre hôte, Josée Fortin. Aujourd'hui, nous allons parler de la santé de notre cœur et du système circulatoire en général. Notre système cardiovasculaire est un système dont les signes de déséquilibre sont souvent très subtils jusqu'à ce que les problèmes deviennent plus sérieux. Donc, par le temps que l'on se rend compte que quelque chose ne va pas physiquement, les problèmes ont souvent grandement progressé et une intervention médicale peut être nécessaire. Le but aujourd'hui est d'être plus préventif ou proactif avec la santé de notre système cardiovasculaire et de l'aider avant même que des problèmes plus sérieux arrivent. Si jamais vous avez déjà un problème avec votre cœur ou votre système circulatoire, il y a quand même des choses à faire pour aider à améliorer la situation. Mais faire attention à vérifier toute interaction entre la prise de suppléments et les médicaments que vous prenez, car les médicaments pour le cœur et particulièrement les anticoagulants ont beaucoup d'interactions possibles avec différentes substances. Si on décrit le système cardiovasculaire en une ligne, c'est un système avec le cœur comme élément central qui propulse le sang dans tout le corps à l'aide de vaisseaux sanguins pour assurer les échanges nécessaires à la survie de l'organisme. Dans l'Égypte ancienne, il était de croyance populaire que le cœur était l'élément central du corps et non le cerveau. C'est pourquoi le cœur était préservé après la mort avec des techniques d'embaulement avancées, alors que le cerveau était simplement jeté. Le sang permet le transport d'oxygène et d'une variété d'éléments directement à nos cellules pour en favoriser le bon fonctionnement, ainsi que le transport des déchets et du CO2 produits par notre corps jusqu'aux organes d'élimination, qui sont les poumons, le foie, les reins, les intestins et la peau. Le sang contient une variété d'éléments qui servent de véhicule de transport pour plein d'éléments nutritifs venant du système digestif, les composés produits par différents organes de notre corps et l'oxygène venant des poumons. Par exemple, les globules rouges servent de véhicule de transport pour l'oxygène et le dioxyde de carbone, le CO2. Les lipoprotéines transportent le cholestérol dans le sang ainsi que les autres lipides. Et il y a une très grande variété de protéines qui peuvent s'attacher à divers éléments et en permettre la transportation. Certains éléments peuvent également circuler librement dans le sang sans s'attacher à rien, telle la plupart des hormones. La couleur rouge du sang peut varier et ceci est directement lié avec la concentration en oxygène qu'il contient. Plus le sang est rouge vif, plus il contient d'oxygène. Plus le sang est rouge foncé avec une teinte bleutée, moins concentré il est en oxygène. Le cœur est le moteur ou la grande pompe qui permet de propulser le sang partout dans le corps à l'aide des vaisseaux sanguins auxquels il est rattaché. Il y a 2 oreillettes et 2 ventricules qui le composent, avec des valves entre chaque pour prévenir un retour en arrière du sang lorsque ce muscle puissant se contracte et propulse le sang. C'est la fermeture des valves que l'on entend lorsque l'on écoute un cœur battre. Durant une vie d'une longueur typique, le cœur bat environ 2,5 billions de fois avec une moyenne de 70 à 80 battements par minute. Les femmes ont tendance à avoir un battement cardiaque plus rapide que les hommes, mais c'est principalement lié au fait que la plupart des femmes sont de plus petite taille que les hommes. Un système électrique indépendant est responsable de déclencher les battements cardiaques. Ce système électrique peut être influencé par le système neurovégétatif sympathique et parasympathique pour accélérer ou ralentir les battements cardiaques, mais il peut fonctionner complètement indépendant de notre système nerveux. C'est pour cette raison qu'un cœur extrait d'un corps humain vivant peut continuer à battre tant et aussi longtemps qu'il reçoit l'oxygène et les éléments nutritifs nécessaires à son fonctionnement. Il y a 2 oreillettes et 2 ventricules au cœur pour permettre de propulser le sang dans 2 parties différentes du corps. L'oreillette et le ventricule de droite
sont légèrement plus petits et sont connectés à l'artère pulmonaire qui envoie le sang dans la petite circulation reliée principalement aux poumons. C'est ici que le sang se débarrasse de gaz nocifs, et en particulier le CO2, et refait une réserve d'oxygène. Le bon fonctionnement des poumons est alors très important pour assurer que cet échange se fasse bien. Au repos, un circuit de la petite circulation prend en moyenne 6 secondes. Le côté gauche du cœur est relié à l'aorte, le plus gros vaisseau sanguin qui envoie le sang dans le reste de notre corps. L'aorte se divise en 5 parties. L'artère coronaire qui nourrit spécifiquement le cœur, la crosse de l'aorte qui se divise à son tour en 3 sections pour nourrir le cerveau et les 2 bras, l'aorte thoracique qui nourrit le haut du thorax, l'aorte abdominale qui nourrit toute la région de l'abdomen, et finalement l'aorte iliaque primitive qui nourrit les 2 jambes. La pression artérielle est la mesure de la force utilisée pour pomper le sang dans vos artères et particulièrement dans l'aorte. La pression artérielle est mesurée en millimètres de mercure et la pression idéale est de 120 sur 80 millimètres de mercure. Le premier chiffre, appelé pression systolique, mesure la pression dans l'aorte lorsque le cœur se contracte, tandis que le second chiffre, appelé pression diastolique, mesure la pression dans l'aorte lorsque le cœur se relâche. Il est conseillé de toujours observer un moment de calme d'au moins 10 minutes avant de prendre sa pression artérielle, car elle doit toujours être mesurée au repos pour un suivi plus précis. Le sang fait alors le circuit de la grande circulation pour apporter tous les éléments essentiels au bon fonctionnement des cellules, ainsi que récolter les déchets dont elles doivent se débarrasser. Juste avant que le circuit de la grande circulation revienne au cœur, le sang passe par le système digestif, le foie et les reins pour se débarrasser des déchets venant des cellules du corps et refaire le plein d'éléments nutritifs et de plein d'autres éléments essentiels au bon fonctionnement du corps, tels les hormones et autres composantes produites par le corps. Donc, en résumé, les vaisseaux sanguins sont les voies de transport qui permettent de relier toutes les zones du corps entre elles et favoriser les échanges. Les plus gros vaisseaux sont comme des autoroutes qui ne permettent pas de faire des échanges avec les cellules, mais servent à transporter rapidement les différents éléments dans les régions où le corps en a besoin. Plus les vaisseaux diminuent en grosseur, plus la circulation ralentit et dessert des zones spécifiques. Les artères sont les voies de transport entre le cœur et les cellules. Leurs parois sont plus épaisses, permettant de prendre plus de pression pour rapidement apporter le sang où le corps en a besoin. Ces vaisseaux doivent tout de même garder une certaine élasticité pour pouvoir absorber les augmentations de pression sur leurs parois à chaque fois que le cœur contracte, sans augmenter les risques de rupture. Au niveau cellulaire, les vaisseaux sanguins sont tellement petits qu'on les nomme capillaires. Les globules rouges, qui sont 8 microns de diamètre, se font aplatir en ovale pour pouvoir se faufiler dans les capillaires. C'est dans les capillaires que les échanges se font. Leurs parois sont une cellule d'épaisse, permettant des échanges rapides, mais sont également beaucoup plus fragiles. Typiquement, la pression dans les capillaires est très basse, permettant un ralentissement du flot sanguin suffisant pour échanger différents éléments avec les cellules. Après cet échange, le retour du sang vers le cœur se fait par le biais des veines, des vaisseaux sanguins avec des parois moins épaisses que celles des artères. Les veines contiennent des valves à intervalles réguliers qui préviennent un retour en arrière du flot sanguin. C'est la contraction des muscles qui a le rôle principal d'assurer une bonne circulation au niveau des veines. Si l'on ne bouge pas suffisamment et l'on ne fait pas d'exercice de façon régulière, le corps doit travailler plus fort à tenter de propulser le sang de retour vers le cœur. Si on attache tous les vaisseaux sanguins bout à bout,
Pour former une chaîne continue, il est estimé qu'il s'étendrait sur presque 100 000 kilomètres. D'un autre côté, le corps contiendrait environ 5 litres de sang. Donc, la contraction ou la dilatation des vaisseaux sanguins à l'aide de petits muscles dans leurs parois joue un rôle essentiel pour envoyer le sang dans les régions où le corps en a le plus besoin. Cette contraction ou dilatation des vaisseaux sanguins peut également jouer des rôles secondaires comme aider à contrôler la température interne du corps. S'il fait très froid à l'extérieur, le corps concentre la circulation en interne vers les organes et moins vers les extrémités pour éviter une trop grande perte de chaleur. Alors que dans les températures externes élevées, le corps envoie beaucoup de sang dans la peau et les extrémités, ce qui, lorsque combiné avec le procédé de sudation, permet d'évacuer la chaleur en excès et aide à maintenir une température corporelle constante. Maintenant, voyons les différents types de problèmes associés avec notre système cardiovasculaire et plus particulièrement le cœur. L'athérosclérose ou coronaropathie est le durcissement des artères qui survient lorsque la plaque s'accumule sur les parois de nos artères et finissent par bloquer la circulation sanguine. La plaque est faite d'un mélange de cholestérol, de gras et de calcium. Il a été observé que cette plaque est plus propice à se déposer lorsque les niveaux d'inflammation générale du corps sont plus élevés. Nous pouvons évaluer le niveau global d'inflammation de notre corps en mesurant le taux de protéines C-réactives en circulation. Cela ne tient pas compte d'une augmentation locale de l'inflammation ni des problèmes localisés, mais peut donner une vue d'ensemble. Lorsque l'on parle de pontage coronarien, le blocage se localise dans les artères du cœur, ce qui nuit énormément à son fonctionnement, car cela aura un impact sur la qualité de nutriments et d'oxygène que les cellules cardiaques recevront. Dans les cas les plus sévères, une crise cardiaque peut alors survenir, et particulièrement lorsqu'une quantité insuffisante de sang atteint le cœur. C'est habituellement dû à un blocage des artères coronaires. Si le problème n'est pas résolu rapidement, il peut y avoir un arrêt cardiaque et la personne peut mourir si les tissus du cœur sont trop endommagés ou que le cœur n'est pas redémarré rapidement. Notre cerveau ne peut pas manquer d'oxygène plus que 3 minutes sans dommages sérieux. Après une crise cardiaque, un arrêt cardiaque ou un caillot de sang, si une trop grande partie du cœur ne fonctionne pas bien parce que les tissus sont trop endommagés, comme lors d'un infarctus, la personne devient en insuffisance cardiaque, un problème chronique irréversible. Les symptômes comprennent alors de la fatigue, l'enflure des chevilles, un besoin d'uriner accru la nuit, une respiration rapide, des douleurs thoraciques et des évanouissements. Dans ces cas, il est très important de réduire tout stress additionnel sur le cœur car la situation est sérieuse et irréversible. Nous ne voulons pas nous rendre à cette étape et c'est pourquoi il est particulièrement important de faire de la prévention. Au niveau du cœur, on peut également avoir des troubles du rythme cardiaque. Lorsque le cœur bat trop lentement, on a de la brachycardie. Lorsqu'il bat trop rapidement, on fait de la tachycardie. Ou lorsque c'est de manière désordonnée ou irrégulière, c'est alors de l'arythmie. Dans ces cas, il arrive souvent que les chambres du cœur ne se vident pas correctement. Il peut y avoir un reflux sanguin ou une stagnation qui a lieu, pouvant augmenter les risques de caillots sanguins. C'est pourquoi les médecins recommandent habituellement la prise d'anticoagulants dans ces cas. Au niveau des artères, on peut observer une athérosclérose des vaisseaux périphériques et dans ces cas, l'on ressent alors la douleur au niveau des bras ou des jambes. Ce n'est également pas très bon car les tissus en manque d'oxygène peuvent graduellement mourir et on peut se retrouver avec une phlébite qui peut évoluer en gangrène ou une amputation si elle n'est pas traitée rapidement. Un autre problème qui peut être observé au niveau des artères est un anévrisme aortique. Lorsque la paroi de l'aorte s'affaiblit et forme un renflement qui peut se rompre
et provoquer une hémorragie interne potentiellement mortelle si elle n'est pas traitée immédiatement. C'est la raison pour laquelle il est important de ramener la pression sanguine à des niveaux normaux le plus rapidement possible et qu'il n'est jamais bon de la laisser trop longtemps élevée pour ne pas causer une pression excessive sur la paroi des artères et les affaiblir. C'est un problème qui peut également être lié à une malformation congénitale et dans ces cas, c'est très rarement détecté avant qu'il soit trop tard car c'est un problème qui ne présente aucun symptôme précurseur. Un caillot est une réaction normale de l'organisme à une lésion dans un vaisseau sanguin qui sert à colmater une fuite ou prévenir une hémorragie. Il arrive parfois qu'ils se détachent de la région où ils se forment et peuvent aller bloquer une artère ou une veine plus loin, empêchant ainsi la circulation, et le manque d'oxygène peut alors tuer les tissus affectés. Lorsque ceci a lieu dans nos poumons, on parle d'embolie pulmonaire. Si ça a lieu dans notre cœur, on parle d'un infarctus du myocarde. Dans les jambes, on parle de phlébite. Et au niveau du cerveau, on parle d'accident vasculaire cérébral. Il y a certains facteurs de risque qui favorisent l'apparition d'un caillot de sang, tels les insuffisances veineuses, l'immobilité des membres inférieurs pour une période prolongée, la prise de certains médicaments, tels les pilules contraceptives ou les corticoïdes, le tabagisme, l'obésité, la grossesse ou même certaines anomalies de la coagulation sanguine. Au niveau des veines, les problèmes les plus communs sont les varices et les hémorroïdes. Les varices sont des veines qui deviennent plus visibles à la surface de la peau et indiquent que les veines subissent une plus grande pression qui en cause l'élargissement. Parce que les veines dépendent beaucoup du bon fonctionnement des valves qu'elles contiennent pour empêcher le retour en arrière du flot sanguin, une distension est très nuisible car ces valves ne peuvent plus fonctionner correctement puisqu'elles se retrouvent alors étirées de façon à ce qu'elles ne puissent plus se fermer hermétiquement, ce qui ne fait qu'aggraver la situation en augmentant la pression sur les parois veineuses. Il est donc important de ne pas tomber dans ce cercle vicieux et de garder nos veines en bonne santé et particulièrement lorsque c'est déjà une tendance familiale. Les autres facteurs pouvant favoriser l'apparition ou aggraver les varices sont le fait de rester en position stationnaire, debout ou assis, pour de longues périodes, une surcharge pondérale, une grossesse, l'âge, plus on avance en âge et plus les varices deviennent fréquentes, et le sexe de la personne puisque les varices sont plus courantes chez les femmes. Les hémorroïdes sont une distension des veines dans la région de l'anus ou du rectum qui peuvent souvent causer de l'inconfort ou de la douleur et particulièrement lors de l'évacuation des selles. La première cause des hémorroïdes est la constipation, car lorsque les selles ne s'évacuent pas de façon régulière, elles ont tendance à s'accumuler dans le gros intestin, augmenter la pression sur ces veines et en causer une distension. Une position stationnaire assise prolongée accroît également la pression sur l'anus. La grossesse peut aussi être une cause importante de l'apparition d'hémorroïdes. Il y a beaucoup d'autres problèmes liés à une dysfonction des vaisseaux sanguins, pouvant être associés à une faiblesse ou une inflammation des parois vasculaires, telles la maladie de Raynaud. Par suite d'une exposition au froid ou un trouble émotif, les doigts et les orteils peuvent devenir blancs avant de virer au bleu puis au rouge. La rosacée, qui est caractérisée par une combinaison d'inflammation des capillaires du visage et l'apparition d'éruptions cutanées. Certaines dysfonctions érectiles peuvent parfois être causées par un problème circulatoire dans les cavités du pénis. Les crampes musculaires peuvent être liées à une mauvaise circulation autant qu'un manque de magnésium ou de potassium. Finalement, il y a un autre trouble de la circulation qui a depuis longtemps été associé à un trouble strictement émotionnel, mais qui depuis peu a été accepté comme un trouble temporaire de la circulation. La cardiomyopathie de stress, ou mieux connue comme le syndrome du cœur brisé, associé à la fin d'une relation.
Ceci résulte en une condition caractérisée par une faiblesse temporaire du muscle du cœur qui cause des symptômes similaires à ceux d'une crise cardiaque, incluant des douleurs de poitrine, un essoufflement et des douleurs au bras. Heureusement, pour la plupart des gens, ceci est très temporaire et la plupart récupèrent de ces symptômes rapidement. Cependant, pour ceux ayant déjà des problèmes subjacents, ceci peut être simplement la goutte qui fait déborder le vase et causer de très sérieux problèmes. Il est bien connu que, pour les couples âgés encore très amoureux, lorsque l'un des deux décède, l'autre le suit souvent peu de temps après, surtout s'ils ont déjà des problèmes de santé. Ceci est la raison principale pourquoi cela se produit. Plusieurs problèmes de santé reliés au système cardiovasculaire présentent aucun symptôme évident et peuvent souvent passer inaperçus tant qu'ils ne sont pas rendus à un stage avancé. Les risques d'hospitalisation et de mourir des suites d'une maladie ou d'un problème cardiaque augmentent chez les hommes à partir de 45 ans et chez les femmes à partir de 55 ans. Chez les femmes, cela se produit un peu plus tard car nos niveaux d'estrogène nous protègent de plusieurs de ces problèmes jusqu'à la ménopause, lorsque le changement d'hormones supprime cette protection. Il est bien connu que la pression sanguine et les taux de cholestérol sont des façons d'évaluer les risques de problèmes cardiaques. Une autre pression, également appelée hypertension, est une condition commune où la force utilisée par le cœur pour propulser le sang dans les artères est constamment trop élevée. Le cœur peut alors s'épuiser plus rapidement, augmentant les risques d'arrêt cardiaque et les artères subissent une pression plus élevée que celle pour laquelle elles sont conçues et sont plus à risque de rupture. La pression sanguine est mesurée en millimètres de mercure et une pression idéale est de 120 sur 80. Lorsque le premier chiffre, pression systolique, est systématiquement entre 130 et 139, ou le chiffre du bas, pression diastolique, est entre 85 et 89, il est important de surveiller de plus près et de commencer à faire de la prévention. Vous êtes alors considéré limite pour faire de la haute pression. Si la pression est systématiquement plus que 140 sur 90, vous avez alors de l'hypertension. Il est très important de vous faire suivre par votre médecin et de faire des changements importants dans votre mode de vie pour améliorer la situation. Lorsque la pression est plus de 180 sur 120 mm de mercure, ceci est considéré une urgence médicale et vous devez alors vous faire suivre par un médecin en urgence. Lors d'hypertension, certains peuvent avoir des maux de tête, un essoufflement ou des saignements de nez, mais la plupart des gens n'ont aucun symptôme, même lorsqu'elle est très élevée. C'est pourquoi il est recommandé de faire prendre notre pression au moins aux 2 ans à partir de l'âge de 18 ans, mais à chaque année et plusieurs fois à partir de 40 ans ou lorsqu'on a un historique de problèmes cardiaques. Gardez en tête que certaines personnes ont systématiquement une haute pression lorsque c'est le médecin qui la prend. On appelle ça le syndrome du manteau blanc. Donc, parfois, il est préférable de la prendre seule à la maison ou dans un environnement calme. Il est recommandé de s'asseoir et de relaxer au moins 10 minutes avant de la prendre. Le cholestérol est un élément essentiel à notre santé car il joue un rôle très important à plusieurs niveaux. C'est d'abord la substance de base à partir de laquelle nous produisons de nombreuses hormones, notamment les hormones sexuelles, les estrogènes, la progestérone et la testostérone. Elle sert également à produire du cortisol, une de nos hormones de stress, et de l'aldostérone, une hormone qui agit sur la rétention d'eau par les reins et peut avoir un impact sur la tension artérielle. Le cholestérol est également la substance à partir de laquelle le corps peut fabriquer de la vitamine D. Lorsque le cholestérol de notre peau est exposé aux rayons UV, il peut être transformé en l'un des précurseurs de la vitamine D qui se dirige ensuite vers le foie et les reins pour être transformé en sa forme active finale. Le cholestérol a un rôle antioxydant important permettant de neutraliser des toxines avant même qu'elles puissent causer des dommages.
Ceci est particulièrement important pour les toxines qui se rendent aux ovaires et c'est pourquoi, en manque de cholestérol, les ovaires ont tendance à faire plus de kystes, qui est un mécanisme d'autodéfense contre les toxines. Le cholestérol joue un rôle important au niveau de la structure des cellules et particulièrement les cellules du cerveau. Un excès autant qu'un manque de cholestérol semblerait avoir un effet marqué sur la santé du cerveau. Garder le tout en équilibre est particulièrement important. Le cholestérol et en particulier les lipoprotéines responsables du transport du cholestérol sont importantes pour la remobilisation des gras, par exemple lors de gains ou de perte de poids, ainsi lors de l'élimination ou la formation de la cellulite. Seulement 20% du cholestérol sanguin vient de notre alimentation, alors que 80% est produit par le corps et en majorité par le foie. C'est pourquoi la quantité totale de cholestérol dans notre alimentation a moins un impact crucial que la façon dont notre corps gère le niveau de cholestérol. Certains parlent de bon cholestérol ou de mauvais cholestérol, mais comme nous l'avons vu, le cholestérol n'est pas mauvais en soi. C'est plutôt la façon qu'il est transporté et d'autres facteurs qui font qu'il peut former de la plaque dans les vaisseaux sanguins. Le cholestérol est transporté au niveau sanguin par des lipoprotéines à densité variable. Les lipoprotéines à haute densité, les HDL, transportent de plus faibles concentrations de cholestérol qui sont accompagnées de protéines, de plus de phospholipides et un peu de triglycérides. Alors que dans les lipoprotéines à faible densité, les LDL, la concentration en cholestérol est beaucoup plus élevée. Il y a moins de protéines et de phospholipides ainsi que plus de triglycérides. Vu qu'il y a une plus forte concentration de cholestérol dans les lipoprotéines à faible densité, il est plus facile pour ces protéines de laisser des molécules de cholestérol aller en cours de route et particulièrement dans des zones où il y a beaucoup d'inflammation, ce qui est un facteur contribuant à la formation de plaques. C'est également pourquoi il est important d'optimiser nos niveaux de HDL et de réduire notre concentration de LDL dans le sang. D'où l'appellation de bon cholestérol quand on fait référence au HDL et de mauvais cholestérol lorsque l'on fait référence au LDL. Cependant, c'est dans les 2 dernières décennies que l'on se rend compte que ce n'est pas les seuls facteurs qui font que le cholestérol devient collant et risque de former de la plaque dans nos vaisseaux sanguins. Certains ont des niveaux normaux de ces lipoprotéines et finissent tout de même à bloquer leur artère coronarien, alors que d'autres ont de très mauvais taux de lipoprotéines et ne forment pas de plaques. Les niveaux d'inflammation systémique, les niveaux de triglycérides en circulation libre ainsi que la résistance à l'insuline cellulaire sont aussi des facteurs à prendre en considération. Depuis quelques décennies, le syndrome métabolique comme outil pour évaluer les risques de développer des maladies cardiovasculaires a beaucoup pris de l'ampleur et que l'importance d'une bonne régulation de la glycémie dans ce type de problématique a finalement été reconnue. Et oui, il semblerait que les sucres en excès sont les pires ennemis de notre système cardiovasculaire vu qu'ils contribuent en majorité à la résistance à l'insuline et à l'augmentation des taux de triglycérides, 2 autres facteurs pouvant contribuer fortement à la formation de plaques. Le syndrome métabolique, ou également connu comme le syndrome de résistance à l'insuline, présente les symptômes suivants. L'on observe une augmentation du taux du sucre sanguin à jeun. Normalement, lorsque le niveau de sucre dans le sang augmente après les repas, le corps produit de l'insuline pour aider les cellules à absorber le sucre en excès et leur permettre de l'utiliser pour former de l'énergie sous forme d'ATP. Lorsque le taux de sucre devient systématiquement trop haut et que le pancréas produit régulièrement de l'insuline, les récepteurs d'insuline sur les parois des cellules deviennent moins réactifs à l'insuline, d'où vient la résistance à l'insuline. Les cellules sont alors plus lentes à réagir et, dans ce cas, il y a moins de sucre absorbé par nos cellules, alors que les niveaux sanguins augmentent.
Nos cellules se retrouvent en manque et envoient donc des signaux pour que l'on ingère plus de sucre et on a alors des fringales pour les choses sucrées, le pain et les pâtes. Mais ceci ne fait que contribuer à augmenter encore plus nos taux de sucre sanguin. Lorsque cette situation devient chronique ou assez marquée, on peut alors développer le diabète de type 2. Une dyslipidémie est un autre facteur du syndrome métabolique. On observe une augmentation des LDL, une diminution des HDL et une augmentation des triglycérides. Cependant, on a observé dans le cas du syndrome métabolique que le tout était accompagné par une haute concentration de la protéine C réactive, un indicateur d'inflammation pouvant favoriser la formation de plaques dans les artères. Finalement, le tout est habituellement accompagné d'une augmentation de la pression sanguine, une obésité abdominale, de la fatigue, du brouillard cérébral et parfois même la maladie du foie gras. Donc, ce sont tous des éléments pouvant aider à évaluer les risques de développer des problèmes au niveau du système cardiovasculaire et le plus d'éléments présents, le plus les risques sont élevés. Aujourd'hui, nous avons étudié les différents éléments de notre système cardiovasculaire et leur dysfonctionnement. Nous avons également déterminé comment évaluer les risques de développer des problèmes cardiaques et circulatoires. Dans notre prochain épisode, nous verrons comment prévenir ces problèmes et éliminer certains de ces facteurs de risque. En attendant, vous pouvez commencer par écouter mon deuxième épisode sur la gestion du stress, car c'est un des éléments qui peut contribuer au déséquilibre cardiovasculaire. Dans 2 semaines, nous verrons toutes les autres améliorations que vous pouvez apporter à votre mode de vie et qui pourraient avoir un impact sur votre système cardiaque et circulatoire. N'oubliez pas que ces informations ne remplacent pas les recommandations de votre médecin, mais doivent être considérées comme un complément. Il est toujours important de consulter votre équipe de professionnels de la santé afin d'évaluer si vous pouvez apporter les changements souhaités dans votre situation compte tenu de vos problèmes de santé. Si vous prenez des médicaments, assurez-vous qu'il n'y a pas d'interaction avec tout élément que vous ajoutez à votre régime quotidien. Si vous appréciez les informations de mon balado, abonnez-vous à la plateforme que vous utilisez et activez vos notifications pour être avisé lorsque je télécharge un nouvel épisode, ce qui a généralement lieu un mardi sur 2. Merci de votre écoute et n'hésitez pas à me faire part de vos intérêts dans la section commentaires. Je vous souhaite santé et bien-être. À bientôt!